Israël occupe une position centrale dans cette place que les États-Unis veulent occuper au Moyen-Orient. Et je pense que cette première visite de Joe Biden revêt une importance capitale. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine, ça tombait un peu sous le sens, une interrogation sur les enjeux véritables de la première visite du président Biden en tant que chef de l'exécutif américain au Moyen-Orient. Bonjour et shalom, donc le professeur Caspi depuis Paris. Professeur Caspi, bonjour. Bonjour. Et on est en ligne donc avec vous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire des États-Unis. À ce titre, vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur les États-Unis, dont l'avant-dernier paru en 2019 s'intitule La Nation armée. Et puis, vous avez fait paraître un autre ouvrage plus récemment en forme de placard, qui est une grande brochure éditée par les éditions du Cerf, qui s'intitule Pourquoi Joe Biden va échouer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'ordre du jour de cette visite ? Bon, cette visite, elle va commencer par Jérusalem, et ensuite il y aura pas loin Ramallah, et ensuite Riyad. Mais en ce qui concerne le volet israélien, d'abord, il faut préciser que ce sera évidemment le nouveau Premier ministre Yair Lapid, Premier ministre intérimaire, qui, contrairement à ce qui était prévu au départ, accueillera donc Joe Biden. Mais quels sont les grands dossiers qui vont être abordés ? On pense évidemment à l'Iran, à la défense régionale, mais il y a pas mal de choses. Alors faites-nous le tri de ce qui est à l'ordre du jour, d'après les informations que vous avez de la Maison-Blanche et du département d'État. Je crois que tout d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que désormais, Joe Biden s'intéresse de très près aux affaires du Moyen-Orient. Vous savez, il était un peu dans la situation qui consistait à dire mon seul interlocuteur, celui le plus important, celui qui détermine la position internationale des États-Unis, mon seul interlocuteur, c'est la Chine. Puis il s'est aperçu que c'est aussi la Russie, et je crois qu'il a peu à peu compris que le Moyen-Orient tient une place essentielle dans la diplomatie des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien sûr la question du pétrole, parce qu'il y a la question de l'Iran, parce qu'au fond, Israël occupe une position centrale dans cette place que les États-Unis veulent occuper au Moyen-Orient. Et je pense que cette première visite de Joe Biden revêt une importance capitale parce que c'est la preuve, au fond, que Israël reste l'allié privilégié des États-Unis, mais un allié privilégié avec lequel il y a parfois des tensions, parfois il y a des désagréments. Regardez par exemple, Joe Biden veut aller à Ramallah. Bon, il sait très bien, comme le reste de l'administration américaine, qu'il ne va pas résoudre le problème palestinien en l'espace de quelques heures ou en l'espace de quelques jours. Mais ça fait partie, si vous voulez, des nécessités de politique intérieure. Il faut satisfaire la gauche du Parti démocrate, il faut montrer que les États-Unis continuent à être favorables à la solution des deux États, même si cette solution paraît bien lointaine. C'est, si vous voulez, dans un certain sens, la visite de Joe Biden a un intérêt sur le plan international, mais elle a aussi un intérêt sur le plan intérieur, c'est-à-dire que quand un président des États-Unis se déplace au Moyen-Orient, il sait aussi que toute une partie de l'opinion américaine le suit de près et pose les questions essentielles concernant la position des États-Unis dans cette partie du monde. Alors, revenons, on va reparler des Palestiniens, parce que c'est quand même évidemment un volet important pour lui. Mais en ce qui concerne les discussions avec les responsables politiques et de défense israéliens, on va évidemment parler de l'Iran, qui est le dossier le plus brûlant, la défense régionale, une coopération en défense régionale, et puis de la relance qui a obtenu la bénédiction à présent de l'administration
l'administration Biden, la relance des accords d'Abraham, le renforcement des accords d'Abraham, j'imagine que ce sont les 3 dossiers consistants qui vont être abordés lors de cette visite à Jérusalem. Oui, je pense que les relations avec l'Iran occupent le premier rang. D'abord parce que les recherches nucléaires en Iran progressent et elles progressent très rapidement. Et d'autre part, parce que pendant un certain nombre de mois, Joe Biden a nourri l'illusion qu'il pouvait reprendre l'accord de 2015, vous savez, ce fameux accord avec l'Iran Accord de et Vienne, oui. bon nombre de pays européens, plus la Chine, etc., qui voulaient que l'Iran arrête ses recherches nucléaires contre des avantages économiques. Bon, finalement, ça n'a pas marché. D'abord, ça n'a pas marché parce que Donald Trump est arrivé et que Donald Trump ne croyait pas à ce genre de négociations. Et même avec le retour des démocrates, c'est-à-dire l'élection de Joe Biden en 2020, il est évident qu'on a compris que l'Iran ne marchait pas dans cette affaire et que, au contraire, il avançait d'un grand pas dans la recherche nucléaire, au point qu'aujourd'hui, on pense qu'il est sur le seuil même de l'armement nucléaire, c'est-à-dire, en fait, c'est tout à fait contraire à ce qu'espéraient les négociateurs de 2015. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir, au fond, quelle attitude les États-Unis doivent avoir à l'égard de l'Iran. D'ailleurs, il y a un autre aspect des relations entre les États-Unis et l'Iran qui porte sur l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite est opposée, comme on le sait, aux Houthis dans le Yémen, et le Yémen est soutenu par l'Iran, ce qui veut dire que l'Iran occupe dans cette partie du monde une position très importante, donc dans la recherche nucléaire, dans le Yémen et aussi, bien sûr, dans tout ce qui touche à la Syrie et dans cette partie de la région. Donc tout cela fait que l'Iran est la principale préoccupation des États-Unis et là-dessus, les États-Unis souhaitent compter sur Israël, souhaitent compter aussi sur l'Arabie saoudite. C'est pas pour rien que Joe Biden a l'intention d'aller jusqu'à Riyad. Ce qui veut dire que là, il y a, si vous voulez, peut-être un changement dans l'attitude de Joe Biden. Il n'est plus aussi irréaliste qu'il était il y a encore 1 an ou 2 ans. Il a compris sans doute qu'il faut désormais prendre une attitude peut-être plus ferme à l'égard de l'Iran et soutenir davantage l'État d'Israël. Alors, pour en finir, si je puis dire, avec cette prospective de ce qui va se passer à Jérusalem, quand on parle de renforcement des accords d'Abraham, ça a mis un certain temps avant que l'administration de Biden soutienne cette initiative qui fut celle de Trump, le prédécesseur à la Maison-Blanche de Biden. Et finalement, le sujet croisé intermédiaire, le point d'intersection entre le sujet iranien et le renforcement des accords d'Abraham, c'est, disons, des précisions et des approfondissements qui vont être sans doute abordés en matière de défense régionale, défense trilatérale, on peut dire, où l'Arabie saoudite joue un rôle important, Israël bien sûr, et aussi les États-Unis. Le dossier des accords d'Abraham, à part l'aspect économique, de coopération, etc., c'est aussi un dossier de défense. Oui, mais il ne faut pas oublier un autre aspect qui est important dans cette affaire, c'est la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que Joe Biden s'est aperçu qu'il y a bon nombre de pays, par exemple l'Arabie saoudite, qui sont beaucoup moins enclins à soutenir la politique américaine en Ukraine qu'on ne pourrait l'imaginer. Ce qui veut donc dire que si l'on veut renforcer cette alliance contre la Russie de Poutine, il faut stimuler l'Arabie saoudite, c'est-à-dire lui faire comprendre qu'il faut par exemple produire plus de pétrole, alors que l'Arabie saoudite traîne les pieds. Il faut en somme pousser bon nombre de pays, parce qu'on a tendance, je ne sais pas ce qu'il en est en Israël, mais en Europe, on a tendance à croire que tout le monde est favorable à l'Ukraine. Mais on oublie qu'une grande partie du monde soutient ou directement ou indirectement la politique de Vladimir Poutine et ne participe pas
au boycott tel que nous l'avons instauré en Europe ou tel que les États-Unis tentent de l'instaurer plus ou moins vis-à-vis de la Russie. Donc tout cela fait partie, si vous voulez, de la négociation que Joe Biden peut entreprendre dans cette région du monde, non pas avec Israël, mais surtout avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire faire admettre à Riyad qu'il y a une sorte de front commun contre Poutine en faveur de l'Ukraine et surtout en faveur du boycott de la Russie, c'est-à-dire en stimulant les productions que la Russie ne peut plus ou ne doit plus fournir, de telle sorte qu'il faut trouver des solutions de remplacement à ces sanctions économiques qui frappent Vladimir Poutine et son équipe. Alors revenons à la visite prévue à Ramallah, où donc Joe Biden va rencontrer le président, son homonyme on peut dire, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui d'ailleurs est à son poste depuis, je crois, 16 ans, alors que les dernières élections ont eu lieu il y a 11 ans, ou bon, il y a 16 ans, et elles devaient avoir lieu 5 ans après, et donc le président en question est un petit peu au bout du rouleau, pas simplement au niveau de son état de santé, mais je dirais au niveau de sa carte démocratique pour pouvoir gouverner. Mais nonobstant ce blocage, puisque c'est quand même lui qui dirige l'autorité palestinienne, les Palestiniens ont fait déjà remonter au département d'État et à la Maison-Blanche 5 demandes spécifiques qui vont être adressées, qui ont déjà été adressées à l'administration Biden, en espérant que lors de cette visite, eh bien, il donnera satisfaction peut-être à l'une d'elles. Alors je les cite rapidement. Ils vont demander à Biden, ou ils ont déjà demandé à Biden, la restauration de ce qu'ils appellent, eux, un horizon politique entre Israël et les Palestiniens, de négociation. Ils ont demandé plus explicitement la réouverture du consulat de Jérusalem, qui est un sujet de divergence entre Washington et Jérusalem. Et puis, ils ont demandé aussi que les États-Unis retirent l'OLP de leur liste des organisations terroristes et que Washington réouvre la mission diplomatique de l'OLP dans la capitale fédérale américaine. Et puis, 2 autres demandes plus circonstanciées ou circonstancielles, c'est que les Palestiniens attendent de l'administration Biden qu'elle fasse pression sur le gouvernement pour, je cite, que ce dernier puisse mettre un terme à son escalade, c'est le terme employé dans la presse, contre les Palestiniens. Et puis, une autre demande plus large de restaurer les relations financières et l'aide financière de Washington à l'autorité palestinienne. Alors, on se doute qu'ils n'obtiendront pas satisfaction sur tout, mais pensez-vous que l'un de ces sujets, il y aura des promesses qui seront faites par Biden ? Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Hein. Mais enfin, en ce qui concerne les États-Unis vis-à-vis des Palestiniens, je crois qu'il y a une double difficulté. La première difficulté, évidemment, c'est que pour la gauche du Parti démocrate, il est essentiel de continuer à défendre contre toute attente la solution des 2 États. Et officiellement, les États-Unis n'ont pas renoncé à cette position. D'ailleurs, Anthony Blinken l'a rappelé il y a quelque temps. Donc ça veut dire qu'il continue à penser qu'il peut y avoir un accord entre Palestiniens et Israéliens. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir que cet accord reste du domaine de l'illusion, ou en tout cas à lointaine échéance. Et ce que l'on constate, du moins vu de France, c'est qu'il y a déjà des Palestiniens qui ont intégré ou qui avaient intégré le gouvernement israélien, ce qui veut dire quand même que cette idée d'une négociation entre 2 États reste, si l'on peut dire, dans les cartons. C'est une illusion, c'est pas une réalité. Et puis il y a un deuxième point aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même une forte tendance à soutenir Israël. Oui. C'est pas uniquement dans les milieux juifs, c'est aussi dans les milieux républicains et dans bon nombre de milieux démocrates.
Donc, en dehors de la gauche démocrate, il y a quand même ce soutien indéfectible à l'égard d'Israël et cette volonté, en somme, de ne reconnaître les Palestiniens qu'à condition que les Palestiniens fassent un effort du côté de leur relation avec Israël et puis surtout que cesse cette division profonde des Palestiniens entre Gaza et Ramallah, ce qui, en somme, gêne absolument toute relation future entre Ramallah et Jérusalem. Et dans- C'est Oui, bien sûr. Et dans son attachiquaise ou son panier de surprise, pensez-vous que tout de même Biden, dans la situation présente, reviendra peut-être sur le litige, enfin sur la question, en faisant une promesse sympathique entre guillemets pour les Palestiniens de faire des efforts pour rouvrir le consulat à Jérusalem, ou c'est pour l'instant un sujet où on marche sur des œufs justement? on marche sur des œufs, mais peut-être en effet, Joe Biden promettra-t-il ce genre de choses. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas que les États-Unis entrent dans une période électorale. C'est-à-dire que là, nous sommes au début du mois de juillet et dans 4 mois, c'est-à-dire début novembre, il y a des élections législatives. Les démocrates ne sont pas très bien placés dans ces élections législatives. Alors, elles portent essentiellement sur des problèmes intérieurs, elles ne portent pas sur les relations entre Israël et les Palestiniens. Mais ça veut dire que ces relations entre Israël et les Palestiniens pourraient subitement surgir dans la campagne électorale et ça ne serait pas en faveur de Joe Biden. Donc, vraisemblablement, s'il fait des promesses, je ne suis pas certain qu'il entend les tenir. Mais ça, je ne suis pas dans la tête de Joe Biden, hein, je ne peux pas répondre vraiment à cette question. Tout à fait. Mais, mais il me semble en tout cas que ça n'est pas vraiment le bon moment pour les démocrates en général et pour Joe Biden en particulier, ça n'est pas le bon moment de faire des promesses peut-être excessives avec les Palestiniens. Alors, j'avais prévu de vous poser la dernière question sur le troisième volet. Que va-t-il se passer à Riyad? Vous y avez déjà amplement répondu en expliquant le link qu'il existait, enfin l'objectif de Biden en rencontrant surtout le fameux MBS, Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier. C'est celui qui de facto gouverne à Riyad. On parlera beaucoup de pétrole et de crise ukrainienne, en espérant relancer, enfin du côté des États-Unis, relancer la production de pétrole pour contrer à la fois le manque des exportations venues de Russie et puis aussi la hausse des prix du pétrole, en essayant d'augmenter l'offre pour pas faire trop augmenter les prix. Mais à part ça, est-ce qu'on peut dire, pour avoir un angle de réflexion, je dirais, plus géostratégique, que cette visite de Biden, qui est la première de son mandat, je dirais, en tant que président à Riyad, c'est une grande victoire pour MBS, parce que l'Arabie Saoudite avait été ostracisée, très critiquée par l'administration Biden jusqu'il y a quelques semaines encore, enfin en tout cas jusque cet hiver, et là tout d'un coup le président se rend à Riyad, va en fait une sorte de victoire, je dirais, pour MBS. Qu'en pensez-vous? Bah oui, bien sûr, parce que il était même un temps très récent où les États-Unis adressaient deux reproches, pour ne pas dire deux accusations, à l'endroit de l'Arabie Saoudite. D'une part, c'était l'assassinat de Khashoggi La à fameuse affaire. Istanbul. Ça a beaucoup remué les Américains. Et d'autre part, l'exécution de 81 personnes à Riyad, Mhm. c'est-à-dire des mises à mort que les Américains ont considérées avec beaucoup comment dire, d'irritation, parce que la peine de mort existe encore aux États-Unis, mais enfin, disons qu'elle est nettement en recul. Et ce qui fait que les Américains avaient l'impression que l'Arabie Saoudite n'était pas fréquentable, et d'autant moins fréquentable, vous l'avez rappelé, qu'il y a cette guerre en Ukraine et que l'Arabie Saoudite ne semblait pas très pressée de rejoindre le camp américain ou le camp américano-ukrainien.
Donc, c'est une sorte de réconciliation, c'est une sorte de reconnaissance du rôle très important que tient l'Arabie saoudite dans cette région. Et je pense que de ce point de vue-là, les États-Unis suivent l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'Israël les a précédés. Et Israël, en somme, a repris pied dans cette région du monde, ce qui veut dire que désormais, il y a un rapprochement qui se fait entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et puis l'État d'Israël, sans compter, bien sûr, puisqu'on parle des accords d'Abraham, sans compter des relations entre Israël et le Maroc, qui sont également très importantes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Israël est présent dans le monde arabe, bien présent, alors pas dans tous les pays arabes, hein, ça va de soi, ça vous le savez mieux que moi, mais en tout cas dans un certain nombre de ces pays arabes, et c'est tout cela en faveur finalement d'une influence, disons, américano-israélienne. Elle est bénéfique à la fois pour l'État d'Israël et pour les États-Unis. Eh bien, merci André. On arrive au terme de notre entretien. On aurait aimé vous écouter un peu plus. On fera ça une prochaine fois. Merci d'avoir consacré votre temps au Studio Calita. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.